très intéressés, les journaux qui travaillent sur ces questions, organiser des séminaires, les envoyer dans des stages de recyclage, etc. Ils doivent apprendre toute la problématique liée à l'évolution environnementale aujourd'hui. Et ces journalistes ont la possibilité de fouiller toutes les informations auprès de qui de droit. Et c'est de cette manière-là que finalement, on va mettre en place ce qu'on appelle un système de surveillance mutuelle. Et ce système de surveillance mutuelle va permettre une véritable gestion, n'est-ce pas, des ressources de la République. Et c'est cette gestion qui va être répercutée en termes de services, de la dessert de services de qualité auprès de la population au travers tout ce que nous avons comme besoin, etc. Voilà. Est-ce que les RDC possèdent des moyens de pression pour que les États, pour qu'ils puissent trouver gain de cause? Le monde n'est pas resté à l'état zéro. Le monde est en train d'évoluer. Hier, c'était un monde unipolaire. Il n'y avait qu'un seul directeur à travers le monde. Ce sont les États-Unis. Et vous avez vu, les États-Unis ont refusé de signer l'accord de Kyoto. Mais il n'y a pas que les États-Unis, la Chine aussi. Nous sommes dans un monde multipolaire. Les espaces et des manœuvres, la marge de manœuvre est là. Il faut que les gens aient leur ingénierie sociale, leur ingénierie politique, leur ingénierie matérielle pour générer des alternatives qui permettent véritablement d'affirmer leur leadership. Mais quand vous regardez les choses, vous croyez à la manne qui doit tomber du ciel, et ça s'appelle véritablement la procrastination. C'est-à-dire on a toujours le temps, chez nous le temps est là, entre-temps les minutes avancent, et les Français vous disent, les Anglais vous disent, the time is money, et nous, non, on n'est pas préoccupés par rapport à ça. À ce moment-là, il suffit simplement qu'une structure soit disponible, et puis on prend un coup de téléphone, on dit, monsieur, mon cher ami, n'est-ce pas, tu es un agronome? Oui, mais on ne tient même pas compte de son profil, on ne voit pas son background, et on le responsabilise comme coordonnateur, par exemple, de telle ou telle structure technique, etc. Et puis bon, il est là. Alors, tout cela, est-ce par ignorance de l'importance de ces secteurs, ou c'est par manque de volonté? Non, non, il y a des antivaleurs qui se sont consolidées, qui véritablement ont pris des racines agissant dans notre pays, et c'est ça justement le vrai blocage. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Regardez, cher ami, nous avons 5 compartiments africains, c'est-à-dire l'Afrique est divisée en 5 parties. Vous avez l'Afrique du Nord, vous avez l'Afrique occidentale, vous avez l'Afrique de l'Est, vous avez l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Et quand vous regardez l'Afrique australe, vous avez l'Afrique du Sud. Vous avez suivi même, l'Afrique du Sud a exposé les technologies alternatives vertes qui ont été prises dans les perspectives de pouvoir protéger leur environnement. Mais l'Afrique du Sud a un produit intérieur brut de plus d'environ 400 milliards de dollars. Lorsque vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous avez le Nigeria, 510 milliards de dollars. Lorsque vous êtes en Afrique du Nord, c'est l'Égypte, avec plus de 385 milliards de dollars. Lorsque vous êtes en Afrique de l'Est, c'est l'Éthiopie, 285 milliards. Mais lorsque vous êtes en Afrique centrale, c'est le Congo qui a les locomotives. Mais c'est 40 milliards de produits intérieurs bruts. C'est anodin. C'est incroyable. Mais quel est ce pays africain qui a des ressources comme nous? Regardez, le pays comme le Maroc est devenu un pays émergent. Mais écoutez, le Maroc n'a que les phosphates. Mais à cause du génie, à cause des innovations, à cause de l'inspiration de leadership, à cause de la volonté volontariste d'être en compétition dans la trajectoire mondiale. Écoutez, bon, aujourd'hui, les Marocains, c'est 5000 et quelques de revenus par habitant par an. Mais nous sommes à 400. Moins d'ailleurs. Moins d'ailleurs pour l'année 2013, 395. Tu vois, par habitant par an. Et c'est combien par jour pour un individu? C'est tout un problème. Et les gens sont contents, ils sont dans leur bureau, ils roulent carrosse, ils ont des vestes, ils ont des costumes, ils sont contents, ils gèrent des gens. C'est seulement. Et quand on aura réalisé, par exemple, quelque chose qui serait réalisé même par des privés, etc., on réalise une maison, mais combien de privés construisent? Est-ce que c'est une question qui nécessite une action pédagogique pour que la population sache au moins, et peut-être que c'est elle finalement qui pourra exercer cette pression? Mais écoute, la population est à la base du développement, mais c'est le gouvernement de la République qui doit savoir que la population est la voie obligée pour créer une dynamique qui permette au pays d'avancer. Et donc la protection, par exemple, la conservation de la nature naturelle relève des attitudes, relève de l'état d'esprit, relève des comportements de la population. Quand la population n'est pas en mesure de comprendre cela, et donc la population ne sera pas conservée, encore qu'il faut lui donner des pièces de rechange, des alternatives pour sa vie. Mais ici, il y a une sorte de répartition de rôle entre ceux qui véritablement exploitent la forêt, notamment les exploitants forestiers, qui ont aussi besoin véritablement d'être protégés aussi. Parce que là aussi,
il y a ce qu'on appelle le terrorisme fiscal. C'est anodin, c'est effrayant. Et puis, vous avez la société civile. Notre société civile est soutenue par des organismes étrangers. Et vous savez que les organismes étrangers sont soutenus dans les guichets de leurs gouvernements respectifs. Or, ce sont ces gouvernements qui sont des hyper-pollueurs. Alors, quelle est leur ambition? C'est effectivement de nous maintenir à notre état. Parce que ça ne sera pas la lutte contre la pauvreté, l'éradication de la pauvreté. C'est pas ça la préoccupation. Regardez même dans tous les programmes qui ont été donnés, le DSRP, ceci, cela, c'est toujours réduire. Nous voulons éradiquer la pauvreté. Nous voulons éradiquer, ce n'est pas réduire, nous voulons éradiquer. Mais là, il faut une volonté volontariste dans les chefs des autorités qui, du reste, organisent la population, compartimentée à travers les différents secteurs de la vie nationale. Ici, il ne s'agit pas de traiter cette pauvreté comme on traiterait les malades avec des aspirines. Il faut des politiques, il faut une volonté volontariste. Et ça, il faut que ça soit ressenti au travers les chiffres qu'on donne dans le budget. Et pour ça, il faut une action commune de l'Afrique ou des pays de... Ça fait partie des stratégies, hein, mais il faut commencer à vous organiser à l'interne. Est-ce que vous connaissez quel est le plan, par exemple, du ministère de l'Environnement? Vous êtes journaliste. Vous êtes en train de parler de cette question internationale. Mais est-ce que vous avez suivi? Généralement, lorsqu'on voit le ministre, par exemple, intéressé à la question, c'est pour nous faire un discours. Et on nous fait un discours et ça s'arrête là. Non, mon cher ami, c'est comme ça, c'est pas comme ça que le pays se gère. Le pays se gère en donnant, en déléguant des responsabilités. Il faut que chacun se sente responsable. On ne peut pas avoir des directeurs dans des bureaux, on ne peut pas avoir des chefs de division dans des bureaux, des chefs de bureau, etc., qui ne font rien et qui ne disent rien. Ils travaillent pour un peuple, il faut qu'ils disent à notre peuple quelles sont les différentes stratégies qui ont été prises dans la perspective de pouvoir changer la République. Alors tout le monde est calme parce que personne ne demande à personne. Écoutez, non, mon cher ami, mais l'Afrique ne va pas avancer. Aujourd'hui, il y a un très grand débat aujourd'hui, mais ce sont les idées qui conduisent le monde. Chez nous, donc, les idées ne sont pas préoccupées. Et lorsqu'on réalise quelque chose, même élémentaire, bon, on en fait, il y a des coups de gueule mégaphoniques, etc. Et tout ça, bon, malgré toutes ces ressources, est-ce que le pays est toujours exposé aussi ou menacé par ce réchauffement climatique? Oui, mais il faut aller dans les villages. Claude, moi je suis tout le temps dans les villages. Je suis avec les villageois. Les saisons ne sont plus respectées. Vous savez que la production est en fonction des saisons. Oui. On attend les pluies et la sécheresse se continue. Hein? Il y a des endroits où les gens se migrent, quittent leur endroit pour aller chercher ailleurs. Hein, Claude? Et il y a des fins de brousse. Hein? Aujourd'hui, même pour chercher un morceau de bois, il faut voir un peu à Kimbazigé. On fait de loin des distances, etc. Et donc, on a besoin, sincèrement, par rapport à toutes ces questions. Et puis, attendez, hein, l'atmosphère, il n'y a qu'une seule. Et ce qui se passe aux États-Unis a des répercussions au Congo. Hein. Ce qui se passe en Chine a des répercussions au Congo. Ce qui se passe au Congo a des répercussions. Nous sommes dans un monde planétarisé. Et donc, si aux États-Unis on pollue, très clairement, la pollution va arriver jusqu'ici. Et il a été prouvé qu'en 1995, plus de 106 000 personnes ont péri. Tu vois, des catastrophes. Oui, alors lorsqu'on dit que la RDC, c'est pratiquement le rempart de l'Afrique dans les domaines climatiques, c'est faux? Non, mais la RDC pour l'Afrique, c'est la moitié de la forêt africaine. Oui. Et puis l'Afrique aujourd'hui, dans son ensemble, produit des gaz à effet de serre en proportion de 3%. Chez nous, nous sommes à 1%. Surtout des effets de la déforestation et de la dégradation des forêts. Nous ne sommes pas dans une situation gravissime, ça c'est évident. Mais nous sommes en train véritablement de jouer le rôle des remparts. Et c'est là qu'il faut négocier. Or, les accords, au travers des communautés internationales, par l'ordre international qui a été mis en place, on ne reconnaît pas les forêts naturelles. Or, nous avons des forêts naturelles. Et on essaie d'organiser les choses de telle sorte qu'on déclare nos forêts, nos endroits, nos sites, etc., comme étant des patrimoines mondiaux. Entre-temps, nous vivons dans la pauvreté. C'est un peu ce qu'on est en train d'entendre, vraiment, véritablement, n'est-ce pas, au Kivu, avec cette histoire le parc de Virunga. Où on trouve avec l'affaire Soko. Oui, où on trouve, il y a du pétrole, etc. Oui. Et les gens vous disent, non, c'est pas que c'est patrimoine mondial, etc. Mais quand vous allez aux États-Unis, vous allez trouver Yellowstone. Mais quelle est la vie des Américains? Quelle est la vie des Américains aujourd'hui? Et quelle est la vie des Congolais? Alors vous allez en Bandaka où il y a la forêt. Oui. Mais écoutez, c'est $25 par habitant par an. Prenez $25 quelqu'un pendant 12 mois. Quelle est la vie? C'est du miracle ça. Mais entre-temps,
On a la possibilité de trouver du pétrole, on ne peut pas exploiter simplement parce que c'est déclaré patrimoine mondial. C'est avec raison, non? La même nappe phréatique, où l'on retrouve véritablement le pétrole, ça commence à partir de l'Ouganda. C'est la même nappe qui continue. Or, l'Ouganda exploite déjà son pétrole. Toutes les performances ougandaises aujourd'hui, mais écoute, relève véritablement de cette même nappe. Oui. Pourquoi l'Ouganda exploiterait, pourquoi nous on n'exploiterait pas? Pourquoi on n'organiserait pas véritablement cet espace? Une partie pour la conservation, une autre partie pour l'exploitation, parce que nous sommes trop pauvres. Combien écoutez, ben, il faut contrôler un peu même le budget de la République. Oui. Combien d'argent on nous donne? Vous croyez qu'un budget de 8 milliards, ça représente quoi? Vous faites quoi avec les 8 milliards de dollars? Mais écoute, comment on peut manquer des ambitions jusqu'à ce point? Mais là où nous pouvons avoir de l'argent, on dit non, on ne peut pas. Entre-temps, presque tous les espaces sont occupés, les gens exploitent, etc. Ils font les bruits, il n'y a pas aucune transformation. Et il n'y a pas une politique qui impose cette transformation. Parce que, croyez-moi, on peut véritablement avoir un Jésus-Christ à la tête de l'État tant qu'on n'aura pas des entreprises, une chaîne d'entreprises qui véritablement produisent de valeur ajoutée. On n'aura pas véritablement de richesse. Vous voyez en Europe, quelqu'un qui est fermier, il produit du maïs, il a une usine de transformation de maïs, il a un centre de commercialisation de maïs, et à différents niveaux d'atterrissage, il y a absorption du chômage, etc. Mais nous, on produit, et puis on ne transforme pas. Entre-temps, si on aura produit, à cause d'une filière, plusieurs entreprises qui s'enchaînent, mais écoute, non seulement on résorberait le chômage, mais on aurait un flux de produits sur le marché, et ça produirait de richesse, et ça permettrait à notre pays de relever véritablement le niveau de vie de la population. Et c'est de tout ça qu'il faut mettre, en route, réfléchir, travailler, nuit et jour. Mais ici, c'est comme si on a toujours le temps. Et puis bon, ça va venir. Quelqu'un vient au boulot à 11 heures, et il rentre à 14 heures. Les jours où les gens restent, c'est justement là où les jours où on va payer. Et ça, c'est pas un problème. Ça, c'est un problème, mon ami. On ne va pas changer le pays comme ça. On ne va pas changer le pays comme ça. Alors, lorsqu'on parle de l'environnement, c'est de l'agriculture notamment, est-ce que ça peut aussi sauver le pays? Mais vous savez que l'agriculture chez nous, nous avons un potentiel de 80 milliards. Parce que la population n'a pas la culture... L'agriculture, il faut le dire ainsi, hein, planter les arbres, c'est pas dans la culture congolaise. Est-ce que le salut peut venir de là? Claude, vous savez, mais écoutez, ça ne veut rien. Tous les pays du monde, le salut est parti de l'agriculture. Ça s'appelle le secteur primaire. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, terres fertiles. Il faut arriver aux Seychelles, qui du reste fait partie des 10 pays les plus riches d'Afrique. Mais écoutez, c'est le désert sur le désert. Il faut des inductions de gravité pour nous desservir de l'eau. Mais nous, on n'a pas besoin des inductions. Nous avons de l'eau, nous avons de l'espace, les choses peuvent pousser facilement. 80 millions d'hectares. Mais on n'a pas exploité plus de 4% de ce qui représente les potentialités qui sont les nôtres. Ça, c'est un problème. Et il faut poser la question, parce que les choses s'apprécient, la performance institutionnelle s'apprécie en fonction des pourcentages que l'on donne dans le budget de la République. Combien d'argent on a donné dans le secteur agricole? Vous dites non, on n'a pas la culture, mais attention, déjà à la veille de l'indépendance, nous avions 44% des recettes d'exportation en devises venaient du secteur agricole. Il y avait plus de 169 sociétés agricoles. Et nous qui avons vécu, parce qu'on a travaillé dans plusieurs provinces, etc., vous arrivez par exemple dans des territoires à l'équateur aujourd'hui dont on est réputé pauvre. Mais à Ikela, il y avait des sociétés, il y avait du courant du matin au soir, et à Brindé, etc. Partout, il y avait plein de sociétés. À Eveilla, aujourd'hui, ça ne marche pas. Combien d'argent on a donné dans le budget pour l'agriculture? Et l'agriculture aujourd'hui doit être une agriculture biologique. Ça, c'est une autre dimension. Si l'agriculture traditionnelle n'a pas donné des effets, et en forcerie l'agriculture biologique, ça nécessite véritablement qu'on puisse internaliser toutes ces mutations. Intervenir dans cette filière. Or, ces mutations, pour être intervenues, il faut recycler véritablement tous ces agronomes qui sont censés, encore que les agronomes deviennent des casse-têtes, etc. Mais tous les acteurs non étatiques, etc., qui sont intéressés à cette question, doivent être recyclés. C'est de la responsabilité du gouvernement de la République. Toutes ces institutions internationales qui sont opérationnelles ici, etc., qui déterminent leurs programmes, leurs thématiques, etc.,
aucune discussion préliminaire avec le gouvernement de la République pour leur donner un sens de direction, leur donner un canevas, etc. Et donc, les terrains fertiles, même des graines pour y germer bien. Oui. Et c'est tout ça qu'on en parle de l'autorité de l'État, qui doit véritablement être ressentie dans la perspective de donner des orientations pour que ces orientations permettent véritablement de